Et justement, on va en parler un petit peu. On a parlé beaucoup des blessures. Ouais. Maintenant, on va switcher un petit peu sur ce que tu avais fait avec Invictus. Et tu avais mis en ligne une programmation, template, une programmation que vous pouviez suivre en fait, et qui permettait d'équilibrer la boxe, qui était à faire au moins une fois par semaine. Et cette programmation, les athlètes d'Invictus l'ont faite, et j'ai vu quelques vidéos, donc du coup maintenant ça me paraît familier quand je vois l'état dans lequel on a fini avec les gars du séminaire et de la Coaches Week. Sachant que c'est des gens qui rentrent quand même dans la haute intensité avec le CrossFit, quelle était l'idée sous-jacente? Maintenant on a une partie de la réponse, mais quelle était l'idée sous-jacente à mettre en place une fois par semaine ce genre d'activité? Okay, so we're gonna do the overhead yoke carry. First, we're gonna go heavy, 100 feet. Then we'll move to the farmers. Then we'll move into the real part of the workout, which is gonna be the harness, heavy for 100 feet. Coming back with a yoke. So we'll be harness, heavy 100 feet. Come back with a yoke carry on the shoulders, 100 feet. Both of them heavy for 3 sets. And that one is gonna suck. Le template sur Invictus, il y avait plusieurs idées. Donc, l'intensité, il y en a énormément au CrossFit, donc ça, c'est pas le problème. Le problème, c'est le WES. Donc, WES, Weight Bearing Eccentric Skill, est très haut en CrossFit. Par exemple, il n'y a pas plus haut que le snatch et butterfly pull-ups. Weight Bearing, ça c'est le snatch. Eccentric, il y en a beaucoup parce qu'il faut descendre avec le poids. Et skill, c'est très grand entre le snatch et le butterfly pull-ups. Donc, le problème avec ça, c'est que si on monte l'intensité avec un WES qui est plus haut, on va toujours se blesser. Le truc, c'est que le plus bas, le WES, le plus haut l'intensité, de manière sans se blesser, quoi. Donc, CrossFit a introduit trop de mouvements qui sont hauts au niveau du WES, au niveau du skill, au niveau du weight bearing, au niveau du eccentric. Et donc, il y a toujours un moment donné où on commence à réduire l'intensité pour ne pas se blesser, ce qui est normal. Donc ça, c'était d'un côté, c'était régler le problème du WES. Donc ça veut dire que l'intensité n'est pas assez grande au niveau du CrossFit de temps en temps pour pouvoir monter suffisamment haut. En plus, à Invictus, ils ont le problème par rapport au sport. Pour être bon au niveau du CrossFit, au niveau du sport, il faut apprendre à avoir une stratégie. Et la stratégie, c'est qu'il ne faut jamais aller à 100%. Il faut toujours rester à 80-85% de manière à pouvoir finir tous les workouts sans mourir, surtout au CrossFit Games, parce que vous en allez avoir 4 par jour. Si vous faites 100% le matin sur le premier workout, le deuxième, troisième, quatrième, vous allez mourir, c'est pas possible. Il faut rester à 80% pendant 5 jours, quoi. Et si on commence à pousser, c'est le dimanche, mais pas avant. Donc dans le CrossFit, il faut bien comprendre, il y a énormément de stratégies. Au niveau du sport. Donc le sport de CrossFit, il faut avoir une grande stratégie pour pouvoir gagner. Et ce qui va d'ailleurs contre le système d'entraînement. Parce que le système d'entraînement, c'est grande intensité, mouvement fonctionnel, toujours varié, quoi. Donc le sport de CrossFit a changé ça. Et donc à Invictus, ce sont des gens qui vont au CrossFit Games tous les années. Ils ont appris à la stratégie d'abord. La stratégie, c'est 80% tout le temps. Donc il y a toujours un moment où, quand ils ont besoin d'aller vers cette intensité de 100%, ils n'y arrivent plus parce qu'ils ne l'entraînent jamais. Et donc un des grands trucs pour moi, c'était de pouvoir ramener ce concept-là où pendant 1 minute, je vais donner tout ce que j'ai, m'éclater, et après il faut prendre 20 minutes pour récupérer, mais c'était juste une fois par semaine, leur redonner ce goût de l'intensité avec tous les changements corporels et hormonaux, qu'est-ce que ça représente, qui ne font plus du tout. Ouais. Et donc j'ai essayé de faire ça tout en essayant de corriger la boîte qui est incorrecte,
Et donc c'est comme ça que j'ai créé le système. Mais c'était cette idée d'intensité d'afflux sanguin avec tout l'exercice, les plans de mouvement qui ne l'utilisent pas. Et j'ai essayé de combiner tout ça, et c'est pour ça que j'ai fait le template, quoi. Okay. Mentalement, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans les exercices que tu as définis pour les qui veulent se pousser loin, qui veulent aller loin? Donc c'était ça, c'est que ça leur permet... Parce que par exemple, s'ils font ce genre d'intensité à 100% avec un workout qui est par exemple à des snatchs, il y a une chance que le lendemain ils vont se faire mal. Tandis qu'avec le sled, je pouvais les éclater, et le lendemain, leur permettre de continuer à s'entraîner. Donc mentalement c'était très important pour eux, mais en plus j'ai travaillé tout ce qui est le côté de poigne, le grip, plein de mouvements différents, donc c'était vraiment adapté pour CrossFit, cette template-là, quoi. Pour eux, à eux, et pour leur apprendre, à de temps en temps il faut pousser, quoi. C'est-à-dire que vous avez 30 secondes, et c'est vous contre Catherine, ok, et ben faut mourir, quoi. Faut appuyer le afterburner, et puis il faut y aller, et puis on s'en fout et on y va, quoi. Mais ça il faut l'entraîner. Là, tous les gens se disent que ils l'ont et que quand il faut, ils vont pouvoir pousser. Non, ça s'entraîne. Ouais. Tu as vu ça sur le tirage de corde. Ouais. Honnêtement, sur le dernier set, t'es dur, tu as fait du rugby professionnel et tout ça. Le dernier set, tu dis non, fuck you. Ouais. Je veux pas le faire, quoi. Donc il faut quelqu'un derrière en train de taper avec. Parce qu'on veut pas le faire. Mentalement, ça casse les gens, ce que je fais, quoi. Ouais. Vraiment. Ils s'en rendent pas compte, mais quand on est frais, tout va bien. Mais après 2 sets, non. Ok. Mentalement, tu nous expliquais aussi avec les athlètes que si tu définis un objectif, un certain nombre de mètres à parcourir, une ligne à passer, 1 mètre est toujours possible avec un sled. Ouais. Faire 1 mètre de plus, on peut faire toujours 1 mètre de plus avec le sandbag carry, c'est toujours possible. Ouais. Tirer une corde c'est un de plus, quoi. C'était ça avec le skill, donc le côté technique, c'était que si on peut le réduire, on n'a aucune excuse de ne pas faire un pas de plus, quoi. Quand on pousse le sled, c'est quoi l'excuse? C'est pas si lourd que ça, on peut toujours faire un pas de plus. Donc, ce qui vous arrête, c'est toujours le côté mental, c'est toujours votre tête, quoi. Parce que le lendemain, je n'ai jamais poussé à un moment donné où vraiment mes jambes ont abandonné. J'ai toujours abandonné mentalement. Et je le sais, ça veut dire que même si après j'étais par terre pendant 10 minutes et je me souviens plus, ça m'est arrivé une fois où je me souviens plus ce qui s'est passé après, je me suis allongé la face contre le parking lot. Donc sur le bitume, la face, et pendant 10 minutes, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je peux vous dire que c'est moi qui ai arrêté, pas mes jambes, quoi. Je pouvais toujours faire un pas de plus. Et donc à chaque entraînement, je me dis, putain, j'aurais pu pousser un peu plus, quoi. Et donc cette espèce de rage que ça construit, en me disant, non, je vais faire un de plus la prochaine fois, et la prochaine fois, et la prochaine fois, et la prochaine fois. C'est ça la dureté mentale, quoi. C'est à chaque fois essayer de se dire je vais en faire une de plus, mais évidemment sans se blesser parce que sinon la douleur physique arrive et maintenant l'intensité va décroître, quoi. Ouais. Mais c'est là où on se sent un peu une expression en anglais où tu as dit you pussy cat. T'abandonnes, quoi. On sent qu'on a abandonné un peu trop vite et vous portez ce sac et moi je l'ai senti. Les lombaires ont commencé à prendre feu. Et au bout d'un moment, la réaction c'était de lâcher le sac. Je lui dirais, je vais pas se mêler les lombaires pour la semaine, il y a toute une semaine à faire. Ouais. Et là, mais 30 secondes après, ça va. Je sens rien en vérité, donc tu te dis merde. Et j'ai arrêté. Pareil avec le sprint sled, avec les on pose toujours quand mourir, Et le lendemain, t'as limite envie de dire écoute, Richard, écoute, Julien, on va le refaire parce que vraiment, je crois que je peux aller plus vite, j'ai merdé. Ouais, le lendemain on se réveille en disant merde. J'aurais dû aller plus dur. Voilà. C'est l'intérieur là, quand ça fait mal, on se dit merde, j'aurais pu faire mieux quand même. Ouais. Et c'est ça le but en vérité. Mais aussi le but pour ça, c'est que j'aime beaucoup le airdyne. Parce que par exemple, le airdyne, le West est parfait. C'est aucun weight bearing, il n'y a aucun excentrique, il n'y a aucune technique. Ouais. Donc c'est grande intensité, afflux sanguin au niveau des cuisses et tout ça. Mon seul problème avec le airdyne, c'est qu'on se dit 2 minutes, la seule chose qui fasse une différence, c'est qu'on voit les secondes passer, quoi. Moi, je trouve ça très dur mentalement. Quand je fais le sled, j'ai 50 mètres, je vois la ligne d'arrivée. Et donc, je peux pousser mentalement le plus dur possible pour arriver jusqu'à cette ligne-là. Et si je veux m'arrêter à 40, je peux pas, parce qu'il y a toujours le 50. Je peux pas m'arrêter au milieu. Sur le airdyne, j'ai toujours l'impression que je peux m'arrêter à n'importe quel moment, quoi. Donc, mentalement, ça fait... Ouais. C'est dur, quoi. Tu vois, qu'avec la ligne, je dis non, il faut que j'arrive jusque-là. Donc, ça me donne cette espèce de but. Il faut que j'arrive à ce moment. Et même si je meurs, je vais arriver jusque-là. J'ai trouvé que mentalement, pour moi, ça marchait beaucoup mieux, quoi. Ouais, je crois que c'est... Le airdyne, c'est plus dur, quoi. Je trouve que c'est extra, le airdyne, en parlant de ça. J'ai ma petite amie Jane, pour vous le dire, que je l'ai assassinée là-dessus.
je préfère quand même les sleds, quoi. Je trouve que ça, mentalement, ça marche mieux, quoi. Ouais. Et tu dis 50 mètres, merde, putain, c'est tout. Parce que c'est moins d'1 minute. Et à chaque fois, on se dit, oh putain, Ça j'aurais paraît pu. super simple. Ouais, ça Quand paraît on tellement entend court. parler, ouais. Quand t'es en train de le faire, c'est beaucoup plus dur. Ça change tout. Mais donc ça marche vraiment bien comme ça. Et ça, je l'ai 7 ans de suite, une ou deux fois par semaine, sans arrêt. C'est l'intensité, l'afflux sanguin qu'on a par rapport à ça, et j'ai jamais rien trouvé qui ait mieux marché que ça, quoi. C'est vraiment exceptionnel pour ça, quoi. Alors, on a tout ton système finalement est en relation, je ne vais pas dire basé, mais il y a un gros parallèle avec l'évolution. Parce qu'il te faut un système basé sur l'évolution. Oui, on peut le dire, basé sur l'évolution. Ouais, toute vérité se fait par rapport à un contexte. Voilà, le contexte. Et le contexte du mouvement, c'est l'évolution. Sans évolution, on n'est pas arrivé là. J'espère que vous croyez à l'évolution, mais on n'est pas arrivé là il y a 5000 ans par l'action de Dieu. On a évolué sur plus de 200 000 ans. Ouais. Et donc, il y a certaines règles qu'il faut suivre. Donc, vraiment, ce que je fais est basé là-dessus. Quelles sont les règles qu'il faut suivre? Ouais. Et quand on regarde un petit peu les théoriciens, on va mettre ça entre guillemets de l'évolution, si on parlait de Darwin, il disait que la réponse, la réaction de stress était une réponse adaptée de survie. Et il y avait Hans Selye, qui était un endocrinologue qui a fait énormément de recherches, qui lui a fait des recherches sur justement ce qui causait le stress et comment on y répondait. Qu'il y avait une petite partie de la communauté scientifique qui était qui allait un petit peu contre lui, parce qu'elle trouvait que si un stress était un stress, tout le monde devrait réagir de la même manière. Ils ont fait une petite expérience sympathique, c'est-à-dire qu'ils ont calculé un petit peu les taux de stress, les niveaux de stress des parachutistes quand ils sautaient de l'avion et des gens qui n'avaient jamais fait de saut au parachute. Vous allez me dire c'est con, mais c'était pas si évident pour tout le monde. Ouais, ça doit faire un certain stress, je l'imagine. Et évidemment, on a bien compris que le niveau de stress des parachutistes était plus bas que le stress des gens qui n'avaient jamais sauté. Ensuite, on s'est rendu compte, en faisant le même test, en faisant sauter des parachutistes qui encadraient des étudiants qui n'avaient jamais sauté, que les parachutistes avaient plus de stress un jour avant et les étudiants avaient plus de stress le jour même. En fait, les parachutistes semblaient préparer tout le saut le jour d'avant et avaient un peu d'anxiété par rapport à ce qui pourrait mal se passer. En tuer un ou deux, par exemple. Il y a des vies dans l'avion. Et les étudiants avaient du stress le jour même. À partir de ce qu'on voit là comme petite histoire, ce qui était intéressant de savoir avec toi, c'était est-ce que tu avais vu des évolutions sur la capacité des gens à prendre en main leur stress mental? Parce que je ne vous cache pas, ce que vous allez vous paniquer un petit peu au début quand vous voyez une ou deux personnes passer sur le sled, sur le sandbag, vous les voyez pas bien, physiquement vous les voyez se dégrader, enfin mentalement aussi vous voyez la tête qui change et vous dites oula, je suis pas sûr d'avoir envie de faire ça, et donc du coup il y a certes un stress mental. À la fin de l'exercice, il y a une certaine fatigue physique, mais le lendemain vous vous rendez compte que vous allez bien. Et ce qui était intéressant de te poser comme question, c'était qu'est-ce que tu as vu comme évolution sur des personnes qui s'entraînaient régulièrement à ça? Oui, ce qu'on voit, c'est qu'il semblerait qu'on puisse s'adapter au stress mental ou au stress physique, mais pas les deux en même temps. J'ai remarqué que c'est comme si c'était le stress mental plus physique est un nombre. Et ce nombre-là est réglé par chaque personne, mais on ne peut pas aller au-dessus de ce nombre-là. Donc, on ne peut pas monter les deux en même temps. Donc, si on monte le stress mental et physique en même temps, il y a un moment donné, il y en a un des deux qui va casser, quoi. Donc, ça veut dire que si on continue à monter avec les trucs des sleds, le stress physique, mentalement, on arrive à un moment donné, on cesse d'avoir peur par rapport à ça. Ce que je dis en anglais toujours, c'est burn the questions, où on brûle les questions et on se dit, ok, il faut que je le fasse, fuck it, je vais le faire, je vais aller jusque là-bas, je vais mourir, mais il n'y a plus aucun stress mental. Il y a un moment donné, vraiment, je suis arrivé à un moment où je me dis, ok, je vais mourir, ok. Donc on fait, on se retrouve à avoir des crampes pendant 10 minutes, on est par terre, donc la tête sur le bitume, et la semaine d'après, on se dit, ouais, je vais le faire encore, je vais le faire cette semaine, je vais aller encore plus dur cette semaine. Et donc, cette espèce de vase communicant entre les deux est fascinant, où pour pouvoir monter ce stress physique, je dois descendre le stress mental, c'est-à-dire que je dois descendre la peur de la chose, la peur d'aller dans une intensité tellement grande. Et donc ça marche des deux côtés, c'est-à-dire que si vous commencez à stresser mentalement, vous ne pouvez plus pousser. Et donc il y a toujours ce moment où il faut se retrouver, on se retrouve à regarder dans le miroir et à se dire, qu'est-ce que je veux? Pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que si c'est pour m'assassiner comme ça, il faut avoir une bonne raison. Mais si je ne trouve pas cette raison-là à l'intérieur, vous allez toujours arrêter de pousser la machine.
Parce que vous êtes arrivé à un moment où il y a trop de stress mental pour pouvoir pousser le stress physique. Pour pouvoir pousser cette barrière-là, il va falloir regarder à l'intérieur et trouver sa raison d'être. Pourquoi faire ceci? Et si vous pouvez trouver cette raison-là, si vous pouvez brûler ces questions, vous allez retrouver une certaine de paix à l'intérieur qui peut vous permettre de pousser le stress physique presque sans limite, quoi. Après ça, c'est juste une question de arriver mentalement par rapport à l'exercice en disant non, j'ai plus peur. Et donc, c'est quelque chose de nouveau que vous pouvez utiliser dans la vie de tous les jours, c'est que quand vous pouvez vraiment ne plus avoir peur, limiter ce stress mental complètement, arriver à complètement réduire cette peur, il n'y a presque aucune limite jusqu'à où vous pouvez pousser physiquement, quoi. Et c'est pour ça que moi, j'en suis à un moment où j'ai presque plus peur de rien. Donc ça me permet d'amener ma vie exactement où je veux l'amener, quoi. Et c'est pareil pour l'entraînement. Je peux me faire vraiment m'assassiner en 2 sets avec le sled parce que n'ayant pas peur, je peux monter mon stress physique tellement haut que par le 2e set, ça y est, c'est fini. Mon corps entier rentre dans les crampes et je suis par terre pendant 10 minutes, quoi. Et ça a été une révélation pour moi personnellement. Et quand j'ai réalisé qu'en vérité, c'est l'un ou l'autre, quoi. Si j'arrive à descendre mes peurs, je peux faire physiquement tellement plus. Mais que si je ne fais pas ça, si je ne regarde pas dans le miroir, si je ne trouve pas mon pourquoi, je ne pourrai jamais pousser physiquement, et même dans la vie de tous les jours, autant que je veux, quoi. Et donc, pour moi, ces entraînements-là, une fois par semaine, est la chose dans ma vie générale la plus importante. Et je ne parle pas simplement pour l'entraînement, je parle en général. Ça m'a vraiment transformé mentalement de pouvoir faire ça, quoi. Ouais. Pour moi, c'est ce qui est le plus important. Et c'est de nouveau basé sur l'évolution et au niveau endocrinien et toutes ces choses-là, quoi. Ouais. Il y a quelque chose là. Donc, tous ces travaux-là par rapport à l'évolution me fascinent toujours parce que pour moi, c'est une des grandes vérités est basée là-dessus. Le stress mental par rapport au stress physique, quoi. On a un espèce d'interrupteur, je crois, au niveau du cœur, qui fait que si le cœur s'emballe trop, il y a une situation de stress. En fait, ça paralyse la partie frontale du cerveau, Ouais. le lobe frontal du cerveau, et tu rentres dans un mode de survie où soit ça coupe tout et tu fais le mort, Ouais. soit tu survis. Soit tu combats ou tu cours, soit tu fais le mort. Et Ouais. suivant la capacité des gens à vouloir survivre, Il passe au travers. ils passent au travers. Oui, il meurt, quoi. Voilà. Et c'est assez marrant parce qu'en Ouais. fait, ça se retrouve à chaque fois sur Ah, l'exercice. carrément. Ouais, c'est quelque chose que, pas à ce niveau-là évidemment, mais c'est quelque chose que j'ai vu. Et ça a été une de mes grandes découvertes par rapport à l'entraînement, en m'entraînant. C'était toutes ces réactions-là. Et si on pousse suffisamment avec le sled, on se retrouve vraiment dans des positions où on se dit putain, je vais mourir. Ouais. Il y a vraiment une réaction à l'intérieur. Je sais que ça a l'air con quand on le dit comme ça, mais essayez vraiment de pousser. Vous allez retrouver dans des moments où vous dites je suis en train de me faire mal, c'est pas possible. Tu nous as témoigné, quelqu'un qui s'était retrouvé paralysé après le... Ouais, il a commencé à me dire, il faisait 12 degrés dehors, il commençait à dire non, j'ai un coup de chaleur, regardez-moi, je suis tout blanc, il faut appeler l'ambulance, je crois, je me sens pas bien. Et à chaque fois, il dit, vous comprenez pas? Je dis non, je comprends. Non, vous comprenez pas. Je dis mais si, on comprend. Donc bien sûr, on se foutait de sa gueule avec Richard, mais je dis non, mais il faut appeler l'ambulance, je crois que je vais avoir une crise cardiaque. Je dis non, tout va bien. Mais mentalement, c'était un choc pour lui, quoi. Ouais. La première fois, il y a des réactions vraiment fortes par rapport à ça. Ouais. Ça touche quelque chose qui est vraiment primal, quoi, qui est à l'intérieur, quoi. Ça touche quelque chose. Émotionnellement aussi, tu dois avoir des réactions, même chez les athlètes. Mais même une fois de temps en temps, moi, ça t'est poussé dans des moments où tu te retrouves à ressentir des choses, des trucs que tu as oubliés. Okay. D'un coup, tu as des souvenirs qui reviennent de ton enfance, un truc comme ça, tu te dis putain, ça fait 25 ans que j'ai pas pensé à ça, quoi. Ouais. Et tu as des réponses vachement très émotionnelles par rapport à ça, et tu te dis putain, mais d'où ça vient ça? C'est très étrange. Quand on pousse le corps et le stress suffisamment, on se retrouve vraiment avec l'intensité semble tout gagner, quoi. Et pas simplement à ce moment-là, quoi. C'est vraiment c'est très étrange. Mais pour moi, ça a été les plus grandes expériences possibles au niveau de l'apprentissage, de ce que je pouvais faire et pas faire, ont toujours été par rapport à ça. Ces journées-là, vraiment, m'ont appris tellement par rapport à moi. Ouais. Mais là, les 2 heures après, on se retrouve vraiment dans un choc physique, vous voyez bien, pour moi c'est fascinant ça. Ouais. Mais il y a vraiment un truc par rapport à l'évolution, par rapport à ça. Et donc là, un jour ou l'autre, la science nous commencera à faire des études par rapport à ça. Et ça pour moi, c'est ça le futur de l'espèce humaine, c'est tout ce qui est au niveau endocrinien, au niveau neurologique, les neurosciences,
neuroergonomie, c'est le futur, on va en parler après, mais c'est le futur de l'espèce humaine pour moi. On va même en parler maintenant du coup. On a parlé énormément de neurosciences, neuroergonomie. On va vous parler juste ensuite, Yves va vous parler surtout de son avis sur le futur du coaching et ça va m'intéresser pas mal.